C'est votre rendez-vous du soir avec le débat d'opinion et d'idées entre Paris et Tel Aviv. Nous sommes le mardi 2 mars. Bienvenue dans les Grandes Gueules Moyen-Orient. Le gouvernement israélien lâche enfin du lest face au Covid. Reprise des vols Paris-Tel Aviv. Ouverture des frontières avec facilité pour les personnes vaccinées. Réouverture des restaurants, des salles de spectacle. Mais tout cela est-il lié à des résultats sanitaires ou dans un but électoraliste à 3 semaines, jour pour jour des élections? Ce sera notre premier débat au pays de Bibi. Au même moment en France, Nicolas Sarkozy est hors jeu pour 2022 et à gauche, on découvre qu'une partie de l'électorat refuse de jouer la carte du Front républicain face à Marine Le Pen. Alors le match Macron-Le Pen est-il forcément plié? Ce sera le grand débat du soir. Enfin, il y a 30 ans, jour pour jour, s'éteignait le plus sensible, mais aussi le plus cynique des chanteurs français. L'homme à la tête de chou, Serge Gainsbourg, a laissé dans nos cœurs une trace indélébile. Mais ce soir, nous parlerons surtout de ses dérapages et mots d'esprit. Passerait-il encore à l'ère du MeToo? Nous interrogerons nos GGMO. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Bonsoir Noémie. Bonsoir à nos grandes gueules de ce mardi soir. Je salue Daniel Chek, bonsoir. Ancien ambassadeur d'Israël en France, merci d'être avec nous. Bonsoir Yehuda David, merci de nous rejoindre également dans cette aventure. Chirurgien orthopédiste, bienvenue dans les grandes gueules Moyen-Orient. Et je salue également nos grandes gueules depuis Paris, Laurent Geoffrin. Bonsoir mon cher Laurent, président du mouvement Les Engagés, ainsi que Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Bonsoir également Jean, bienvenue à tous. Et ne perdons pas de temps, puisqu'il faut rentrer dès à présent au pays de Bibi. Et une fois n'est pas coutume, nous avons aujourd'hui de bonnes nouvelles à vous annoncer. Oui, même très bonnes si l'on en croit les dernières annonces du cabinet israélien. Israël rouvre enfin ses frontières, aux entrants comme aux sortants, et la vie sera surtout plus simple pour les personnes vaccinées. Noémie. Absolument, Benjamin. Un certain nombre de mesures ont été votées aujourd'hui concernant les entrées et les sorties sur le territoire. Et en voici une liste non exhaustive. En ce qui concerne les entrées dans le pays, eh bien, la réouverture partielle de l'aéroport Ben Gurion sera désormais de 3000 passagers quotidiens contre 200 actuellement. Les arrivants devront présenter un test négatif effectué au plus tard 72 heures avant leur départ. Et seules les personnes non vaccinées seront mises en quarantaine à leur domicile ou dans les hôtels publics. En ce qui concerne les sorties du pays, eh bien, les Israéliens non vaccinés auront besoin de l'approbation du comité des exceptions pour quitter le territoire. Et dans un premier temps, seuls New York, Francfort, Paris, Londres et Kiev seront ouvertes aux vols en provenance et à destination d'Israël. Alors forcément, ces annonces suscitent du soulagement, mais pas que. Il y a également de la suspicion quant à leur motivation. Citons Chézy Lévy, le directeur général du ministère de la Santé, pour qui cette levée des restrictions est influencée par les prochaines élections le 23 mars prochain. Pour lui, Netanyahou soutenait les positions des experts de la santé qui demandent plutôt de ne pas ouvrir encore l'économie, mais il aurait fait volte-face pour gagner en popularité. Voilà, des bonnes nouvelles pour les Israéliens qui peuvent enfin voyager, même si les conditions sont encore un peu compliquées. Bonnes nouvelles pour les Israéliens qui nous regardent peut-être depuis la France ou d'autres pays et qui souhaitent enfin rejoindre le territoire. Daniel Chek, je vais rappeler que nous sommes aujourd'hui 3 semaines, jour pour jour, des élections israéliennes. Alors, est-ce qu'on doit voir derrière cette manipulation et cette manœuvre de rouvrir l'aéroport Ben Gurion, allez, je vais être cynique, une opération politique? Quoi? Il y a des bonnes nouvelles concernant le Covid. Quel choc! Incroyable, je ne me serais jamais attendu à ça. Mais j'ai une encore meilleure nouvelle pour vous, Benjamin. La semaine prochaine, ce sera encore meilleur. Et la semaine d'après, encore meilleur. Le 23 mars, jour des élections, ce sera le sommet du bonheur. Pour le 24, je ne peux rien vous promettre. Non, sérieusement, depuis le début de cette pandémie, il y a un problème. C'est que le politique et le sanitaire se mélangent sans arrêt. Et les deux sont liés à un calendrier très spécial, celui de la justice israélienne contre Benjamin Netanyahou. Maintenant, j'avoue que ce n'est pas inédit dans l'histoire politique du monde qu'un homme au pouvoir profite de ce pouvoir pour améliorer ses chances de réélection. Mais ici, il ne s'agit pas uniquement de cette campagne électorale, mais d'un phénomène qui dure des mois et qui est, lui, la raison profonde de l'effritement profond
de la confiance du public israélien par rapport à ses décideurs concernant le Covid. Alors, Yehuda David, est-ce que vous faites cette même analyse? Je vais rappeler la phrase de Chezi Lévi. Tout ce que ces discussions sont influencées aujourd'hui sont entachées par la panique suscitée par les élections et en sont affectées. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Est-ce que Chezi Lévi ne s'est pas exprimé aux alentours de juin ou juillet? Et pas ces derniers temps ça, seulement. C'est une citation C'est de ce matin. C'est une citation de ce matin. Ah oui. Parce que je connais bien Chezi Lévi, qui était mon commandant dans l'armée. C'est un homme très pondéré et très droit, d'ailleurs. Écoutez... Votre réaction à ce l'un sujet ne contredit pas l'autre, qu'il l'ait dit aujourd'hui et qu'il soit droit, ce n'est pas contradictoire. Je pense que c'est de bonne guerre d'essayer d'améliorer ses positions électorales 3 semaines avant les prochaines élections, ou plutôt 3 semaines et 6 mois avant les prochaines élections. Je ne sais pas encore. D'accord, enfin vous savez qu'il y a des milliers d'Israéliens qui sont bloqués à l'étranger. Là, on a cette impression bizarre qu'on a attendu l'échéance des élections pour les faire rentrer. Alors que les chiffres ne s'améliorent pas forcément. C'est-à-dire quels chiffres? Les chiffres de contamination, les chiffres de maladies graves s'améliorent, mais les fameux coefficients de contamination sont en montée, pas en baisse. Ce que je sais, cher monsieur... C'est ce que la presse dit. Moi, je ne suis pas un spécialiste. C'est un petit peu différent. Je sais que dans le secteur arabe, effectivement, les chiffres sont en augmentation. Par contre, au niveau je parle des population... chiffres globaux. Ah bah oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je pense Ils sont tous israéliens. Pour reprendre la politique de M. Netanyahou, il a quand même réussi un tour de force qu'il faut bien reconnaître. Imaginez-vous que le président Macron, ça ne dépendait pas essentiellement du président Macron, ça dépendait essentiellement de l'Union européenne. Mais imaginez-vous Moi, ma que question, le président Macron... elle portait sur la date. Elle portait sur la date. Ma question, elle porte sur ça aujourd'hui. Écoutez, il faut quand même voir les résultats. C'est maintenant qu'on Benyamin nous annonce ça. Netanyahou a réussi à vacciner plus de 50% de la population israélienne. C'est quand même un chiffre qui est incroyable, qui n'existe nulle part au monde. Bon, alors si après ce tour de force avec ses accointances diplomatiques, il profite un petit peu de ça pour rouvrir les frontières, je pense que d'abord tout Israélien a le droit de venir voter, effectivement. À partir du moment où il présentera un passeport vert ou bien un examen négatif, je crois que c'est son droit le plus strict. Et ça évitera ce que l'on a entendu ces derniers temps avec, entre guillemets, toutes les magouilles qui pouvaient exister dans la commission rogatoire. Et décider qui pouvait ou qui ne pouvait pas passer la frontière. Je suis d'accord avec vous. Je vais vous entendre également à Paris. Jean Messia, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en Israël, est-ce que ça sent le plan politique ou alors est-ce que vous pensez le gouvernement israélien de bonne foi quand il décide à partir d'aujourd'hui de réouvrir un petit peu et redonner de l'air à ses frontières? Écoutez, je pense, je suis assez d'accord avec votre dernier intervenant là, sur la façon plutôt remarquable qu'a eu Benyamin Netanyahou de gérer cette crise, déjà en avance de phase, en sécurisant les doses de vaccins, le nombre de vaccins nécessaires pour vacciner la totalité de la population israélienne, la cadence de vaccination. Alors moi, je veux bien entendre que le virus continue à progresser en Israël. Alors il faut que monsieur l'ambassadeur nous explique comment, à partir du moment où plus de la moitié de la population israélienne est vaccinée, comment le virus continue à progresser. C'est pas moi qui compte les contaminations, ce sont les sources officielles du ministère de la Santé israélienne. C'est pas une estimation personnelle de l'ambassadeur. Jean Messia. Globalement, il est quand même aujourd'hui acquis qu'à partir du moment où la majorité ou plus de la population d'un pays est vaccinée, on atteint une immunité collective qui fait que le virus régresse à très court terme. À mon avis, ça sera le cas. Maintenant qu'effectivement, Benyamin Netanyahou veuille présenter ce bilan plutôt positif pour en tirer un profit électoral, enfin, il ne faut pas jouer les vierges effarouchées. Je veux dire, tous les pouvoirs de gauche d'accord avec ça, se sont évertués à faire ça.
historiquement. Donc, vous voyez, je ne pense pas qu'on puisse faire la même analyse en France où, en tout cas, sur la crise du Covid, Emmanuel Macron présentera un bilan qui ressemblera plutôt à un dépôt de bilan. Vous voyez, ce qui n'est pas le cas de Benyamin Netanyahou. Donc, les élections sont ce qu'elles sont. Comme disait votre intervenant, tous les gens ont le droit, tous les citoyens israéliens ont le droit de voter. Si Benyamin Netanyahou était persuadé que, effectivement, ces élections constituaient un danger pour lui, il aurait probablement maintenu le confinement et fait en sorte que le moins de personnes possible puissent voter. Or, ce n'est pas le choix qu'il a fait. Donc, je pense qu'effectivement, il a bien géré la crise depuis le début et il compte, mais ça, encore une fois, les dirigeants politiques, quand ils réussissent, personne ne peut leur en vouloir. Donc, ils cherchent à traduire cette réussite sanitaire en réussite électorale. Mais il y a un agenda. Qui ne le ferait pas. Jean Messia, il faut comprendre. Pardonnez-moi, mais je vais rappeler pour les gens qui nous regardent depuis Paris qu'il y a des milliers d'Israéliens bloqués à l'étranger depuis des semaines et des semaines. Et c'est comme par hasard maintenant qu'on leur ouvre la frontière. Regardez d'ailleurs, avant de vous redonner la parole, regardez parce qu'on vous a posé la question aujourd'hui sur Twitter et sur Instagram justement. Êtes-vous dupe ou pas, d'une certaine manière, des décisions qui sont prises aujourd'hui? Sont-elles motivées par les élections? On vous a posé la question. Il y a une grande majorité à 74%. Vous nous dites oui, seulement 26% nous répondent non. Qu'est-ce que ça vous inspire, Yehuda David? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce pourcentage. Mais encore une fois, il faut reprendre les données. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le dernier intervenant, Jean Messia, qui a dit que le président Macron déposera le bilan. Non. Dommage, parce que je suis d'accord avec vous, moi. Il n'y a pas toujours réciprocité. C'est le diplomate qui vous le dit. Écoutez, vous étiez d'accord sur le constat israélien, mais pas sur le constat français. Absolument. Je regarde la catastrophe qui s'est produite au niveau des enfants de l'âge de 12 ans jusqu'à 17 ans, qui ne sont pas allés à l'école pendant plus d'1 an, les catastrophes psychologiques, et on va en payer le prix pendant de longues années. Par contre, le président Macron a laissé les portes ouvertes aux écoles. Et ça, je crois qu'il faut lui tirer le chapeau. Oui, effectivement, la politique... Donc c'est pas le dépôt de bilan, si je puis me permettre, c'est un détail. Un détail important, c'est un dépôt de bilan économique, c'est un dépôt de bilan d'une certaine façon sanitaire aussi, parce que en fait la crise n'a pas été anticipée. Il a livré la négociation des prix et des doses de vaccins à l'Union européenne, qui a montré sa totale faillite sur la crise, puisqu'on n'a pas les vaccins, donc on ne peut pas déployer une stratégie vaccinale, donc on a les paramètres qui se dégradent. Excusez-moi, mais enfin, si on veut être honnête intellectuellement, on ne peut quand même pas comparer la situation israélienne où au bout de 2 mois, on a plus de la moitié de la population israélienne qui est vaccinée, quand on a en France, non seulement dans l'Union européenne, le taux le plus faible au monde, et avec la France qui arrive en plus en queue de peloton dans l'Union européenne. Si donc, vous saluez Israël, on ne va pas dire non. Les faits sont têtus, quoi. On ne va pas dire non. Sur le réel. Laurent Geoffrin, j'aimerais entendre Laurent Geoffrin qui, avec le sens de la synthèse, a dû écouter très sagement ce qui s'est dit jusqu'à maintenant. Tant en France qu'en Israël, Laurent Geoffrin, est-ce que chacun de ses dirigeants regarde sa cote de popularité pour prendre ses décisions? Oui, évidemment, bien sûr, mais la question est de savoir s'ils font passer la popularité avant la sécurité des citoyens. C'est ça la question, et c'est ça qu'il faut démontrer. Si on veut dire que cette décision prise par Netanyahou est mauvaise, il faut démontrer en quoi elle est dangereuse pour les Israéliens. Et ça, je ne suis pas assez expert de la situation israélienne pour le dire. Il y a une chose qui est paradoxale, c'est que tout à l'heure, notre interlocuteur, monsieur l'ambassadeur, disait on mélange la politique et le sanitaire, enfin le politique et le sanitaire, la médecine et le raisonnement électoral. Mais en France, on dit le contraire, on dit c'est honteux, enfin, on a dit ça pendant longtemps, c'est honteux, c'est les médecins qui décident alors que c'est aux politiques de décider. Et donc là, vous avez dans les 2 pays une attitude exactement inverse sur la même question. Ça c'est intéressant. Et deuxièmement, il faut rappeler, parce que M. Messia, il donne des leçons comme ça, il est très éloquent. Oui, enfin d'accord, vous les mettez à votre sauce. Et il faut se souvenir qu'au début janvier, l'extrême droite, quand le vaccin est arrivé, a commencé à dire « Ouh, méfions-nous ». Le vaccin, il faut voir. Eh ben, je vous enverrai les références. Marine Le Pen, par exemple. Déjà, il n'y a pas d'extrême droite en France, donc je ne sais pas de qui vous parlez. Oh. Ah oui, d'accord, il n'y a pas d'extrême droite. Ah non. Pour la gauche, tout est extrême droite, de toute façon. Non, c'est vous l'extrême droite. Non. C'est pas tout le monde. Il y a la droite et il y a l'extrême droite. On ne va pas aller sur ce débat-là maintenant. Laurent Geoffrin, allez au bout de votre pensée.
Eh ben oui, mais il m'a interrompu là-dessus. Allez-y. C'est normal. Et donc l'extrême droite, je maintiens, c'est-à-dire Dupont-Aignan, Marine Le Pen, ont commencé à jeter le doute sur le vaccin. Maintenant, ils font campagne sur le thème « on vaccine pas assez vite ». Allez comprendre. C'est pas ça. C'est bizarre. Non, je peux pas vous laisser dire ça. Ce qui s'est passé. Je vous enverrai les références. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons en France un gouvernement. Sur l'évidence. Non, nous avons en France un gouvernement qui, depuis le début de la crise, n'a cessé de mentir sur à peu près tout. Donc, il était à peu près normal que lorsque les vaccins sont arrivés, en tout cas les premières doses de vaccins. Vous pouvez avoir un jugement indépendant. Vous n'êtes pas obligé de vous caler sur ce que dit le gouvernement. Il y a eu une méfiance, une défiance même des Français vis-à-vis des vaccins. Que vous avez alimenté. Mais le problème, pas du tout. Le problème, c'est que même les gens qui souhaitaient être vaccinés, qui constituaient, je suis d'accord avec vous, au départ une minorité en France, eh bien il n'y avait pas suffisamment de vaccins pour eux pour les vacciner. Donc alors qu'il y ait des questions par ailleurs dans la majorité qui soient attentistes par rapport au cycle de mensonges du gouvernement sur cette crise depuis le début, rien de plus normal. Nous n'avons rien alimenté du tout. Nous avons juste dit que nous comprenions que la méfiance qu'il y avait vis-à-vis des Français. L'avez alimenté. On l'a pas alimenté. Attendez, On l'a pas créé, on l'a pas alimenté. Au-delà de ces questions de méfiance. Ben si, bien sûr. Messieurs, si vous le voulez bien, le sujet du soir, c'est quand même ce parallèle entre l'agenda sanitaire et l'agenda politique. Daniel Check, Laurent Geoffrin vient de souligner quelque chose de très important. Pendant des mois, on s'est plaint que les médecins décidaient de tout. Maintenant, on se plaint que le politique prenne la main par rapport aux décisions médicales. Ici, jamais les médecins ont tout décidé. Et il a raison de dire qu'apparemment, on n'est jamais content. Les uns préfèrent que ce soit les scientifiques qui prennent les décisions. Les autres préfèrent que ce soit les politiques. Il doit y avoir un juste milieu. Et je vous rappelle, à nouveau, il y a le calendrier du procès de Benjamin Netanyahou. Et déjà, la date des élections... Non, je termine la phrase, Benjamin, je termine la phrase. Déjà, la date des élections, le 23 mars, a été calculée selon les intérêts de justice et de politique de Benjamin Netanyahou. Ça, c'est votre message. Mais allons plus loin. Cette critique de Chrysi Livre, on va rappeler que lui, il est au contraire, il fait partie de ce corps médical qui aurait souhaité au contraire d'aller encore plus dans la rudesse et prolonger les mesures strictes. Mais le problème, c'est un problème finalement de crédibilité et de confiance de la population. Les chauds et les froids qui se succèdent sans arrêt en Israël, pas depuis des semaines, depuis un an, c'est ça qui a créé un sentiment généralisé dans la population, et tous les sondages le montrent, que personne ne croit plus à la pureté ou au bien fondé des décisions, des mesures ça, c'est très grave. sanitaires. C'est très grave. Et c'est la raison pour laquelle, une grande partie de la population, d'ailleurs, ne suit pas les consignes, ne les suit pas. Et c'est la population arabe, c'est la population ultra-orthodoxe, et c'est aussi à Tel Aviv. Et c'est même les fêtes de Purim ce week-end à Tel Aviv. Yehuda David, il y a aujourd'hui une crise de confiance ? Certainement. Disons que je fais partie d'une certaine partie de la population centriste. Centriste plutôt droite, centriste plutôt gauche quant au niveau social, mais enfin je vis à Tel Aviv. Et je vois ce qui se passe tous les soirs quand j'arrive fatigué du travail à la télévision. Je suis époustouflé par ce qui se passe dans les milieux ultra-religieux. Et là, je crois qu'il aurait dû faire preuve de poigne, de fer. Il ne l'a pas fait. Pour des raisons politiques, il ne peut pas le faire parce qu'il va perdre sa coalition. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et ça ennuie énormément des jeunes comme mon fils, de l'âge de mon fils, de 29, 30 ans, 31 ans, qui ne savent pas quoi voter. Parce que dans un certain sens, on n'est pas... Je vous sens très fataliste. Là, vous dites oui, il veut pas se séparer de sa coalition religieuse. Tout à l'heure, je vous disais, c'est l'agenda politique vis-à-vis des élections. Vous dites, pourquoi pas, c'est de bonne guerre. Vous acceptez tout. Non, je n'accepte absolument pas la politique ultra-orthodoxe de Benjamin Netanyahou. Je crois que c'est un... Il n'y a pas d'autre mot, je crois que ça a été un scandale. Et il faudrait qu'il révise un petit peu ses positions par rapport à sa population jeune qui travaille, qui fait l'armée. Et qui, elle, est désorientée par rapport à toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui. Daniel Check, est-ce qu'on peut dire quand même, au milieu de tout ça, que c'est une bonne nouvelle ce soir, tout ce qu'on vient d'annoncer ? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres bonnes nouvelles. La vaccination, c'est une merveilleuse nouvelle. Je suis
totalement vacciné, je me sens soulagé, je me sens libre de mes mouvements et j'applaudis tous ceux qui ont contribué à ça, y compris Benyamin Netanyahou qui est, comme vous le savez bien, pas tout à fait à mon goût politique. Et le système médical israélien qui a été créé par la gauche israélienne, il faut quand même le dire, par le fameux Mapai qui a mis des dispensaires et des cliniques et des structures partout dans le pays qui ont permis cette merveilleuse campagne très très efficace de vaccination. Donc oui, ce sont de bonnes nouvelles. Et si elles ont des motivations politiques, je l'ai dit avec un certain fatalisme, moi aussi. C'est comme ça. Mais ce n'est pas pour autant que je dois l'applaudir. On fait avec, mais on est content que les avions reprennent tout de même. Jean Messia, et on va conclure ce chapitre. Oui, ce qui serait bien maintenant, c'est qu'une partie de la gauche soit aussi vaccinée contre l'aveuglement et vaccinée pour l'objectivité. Vous savez, on verra le 23 mars en Israël et chez vous, je ne le mets pas. Donc je suis le modèle, je crois qu'il y a beaucoup... On a beaucoup... Sachez que Benyamin Netanyahou, avec tous ses contacts diplomatiques, n'aurait rien pu faire dans la vaccination s'il n'y avait pas cette structure médicale qui n'a pas été créée par lui. Et il le sait et il le dit d'ailleurs. Jean Messia. D'accord, enfin sans ces contacts diplomatiques, pardonnez-moi, monsieur l'ambassadeur. Il y a l'un et il y a l'autre, donc on ne peut pas donner tout le crédit à Benyamin Netanyahou, même si vous l'aimez bien. Non mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je pense que Emmanuel Macron n'a pas moins de contacts diplomatiques que Benyamin Netanyahou, et il n'a pas non plus à sa disposition moins de scientifiques ou moins de comités Théodule que Benyamin Netanyahou. Et avec les mêmes moyens, on n'arrive pas au même résultat. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc moi, si vous voulez, j'en ai assez de ces gens qui sont soit centristes, soit de gauche, etc., qui viennent critiquer les décisions des gouvernements, qui font les vierges effarouchées de voir qu'un gouvernement cherche à profiter en plus d'une crise qu'il a bien géré, alors que ce seraient les mêmes. Vous devriez vous calmer un petit peu, vous vous énervez un peu trop. Je m'inquiète pour vous. Attendez, laissez-le toutes les turpitudes des gouvernements de gauche. Toutes les turpitudes des gouvernements de gauche et toutes les incartades des gouvernements de gauche parce qu'ils sont de gauche. Donc un peu d'objectivité dans le débat. Je crois que Benyamin Netanyahou peut lui reprocher beaucoup de choses. On peut lui reprocher ses frasques avec la justice. Tout ça, je suis d'accord pour le dire. Mais une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est que par rapport aux autres pays du monde, il a quand même plutôt bien géré cette crise. Enfin, il ne faut pas être devin ou grand clerc pour le reconnaître. Mais personne sur ce plateau n'a dit le contraire. Je ne sais pas pourquoi vous vous énervez tellement. Je crois qu'il faut évoquer... Le défenseur de Bibi, en tout cas, est à Paris ce soir. Ouais, mais il profite. Ouais. Non, mais vous êtes spécialiste de Bibi un peu plus que moi. Non, et moi, vous allez voir ce que j'ai à dire sur Emmanuel Macron tout à l'heure. On va en parler après la pause. Je crois qu'il faut quand même évoquer un dernier facteur. C'est pas mon ami, donc vous avez carte blanche, mon ami. Je sais. Non, mais j'ai que du bien à dire de lui. Donc, à propos de la réussite de Benyamin Netanyahou, ça tient tout de même à la réussite phénoménale de l'entreprise de travail du laboratoire Pfizer. Or, le laboratoire Pfizer n'a pas fait les choses tout seul, il a fait avec énormément d'argent que Trump a mis. Par contre, et j'en suis profondément désolé, étant français d'obédience et de culture, que l'Institut Pasteur n'ait pas réussi à mettre au point un vaccin. Mais il faut le dire, c'est tout simplement une affaire de pognon, tout simplement. Et quand les milliards que Trump a déversés dans la recherche de vaccins, eh bien ça a marché. Et c'est pour ça, je pense que c'est pour ça que l'Europe a été mise un petit peu à part, en retard. Droite, non ? Trump était d'extrême droite, il y a quelque temps. Ah, donc ça existe ? Je ne sais pas, je m'en fous. Non, mais tout est d'extrême droite. Trump était d'extrême droite. Bon, oui. on va donner le mot de la fin à notre public, puisqu'on a demandé à tout le monde de voter aujourd'hui sur Twitter et sur Instagram. Est-ce que justement vous sentez une décision politique dans ce qui vient d'être annoncé aujourd'hui en Israël, à savoir l'ouverture des vols désormais Paris-Tel Aviv dans les deux sens pour les citoyens israéliens, je précise. Vous nous dites oui à 74%. Tout cela est politique. Dans un instant, c'est à vous, mon cher Laurent Geoffrin, que je donnerai la parole en priorité, puisque c'est le journal dont vous avez été longtemps patron qui a fait la une ce week-end avec ses révélations sur ce public de gauche qui décidément ne souhaite pas faire de fonds républicains face à Marine Le Pen en cas d'un affrontement Macron-Le Pen. On en parlera ensemble dans quelques instants. Et puis nous rendrons également hommage à un artiste qui nous a quittés il y a 30 ans jour pour jour, Serge Gainsbourg. C'était il y a 30 ans aujourd'hui. Que reste-t-il de Serge et surtout de sa liberté d'expression et de parole? On a retrouvé quelques citations qui, j'en suis sûr, mesdames, messieurs, vous pourrez.
Nous aimions le temps d'une émission. Allez, on cite un peu l'histoire de Gainsbourg ce soir, on fait ce que permettre. Ce sont les 30 ans, on en parlera tout à l'heure. Je salue à nouveau nos grandes gueules qui sont avec nous ce soir. Daniel Sheik, ancien ambassadeur d'Israël en France. Yehuda David, chirurgien orthopédiste. Et à Paris, Laurent Geoffrin, président du mouvement Les Engagés. Et Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Alors juste avant la pause, on a parlé ensemble des scrutins électoraux en Israël, des enjeux, est-ce que les décisions Corona sont dues ou non à des enjeux électoraux? Arrêtons-nous maintenant sur les échéances côté France. Le bruit courait dans tout Paris et même jusqu'à Tel Aviv. Nicolas Sarkozy allait être en 2022 un recours possible pour éviter l'affrontement Macron-Le Pen. Mais avec sa condamnation d'hier, l'ancien président est désormais hors jeu. Au même moment, à gauche de l'échiquier politique, on ne se presse plus pour choisir forcément le Front républicain pour faire barrage au RN. C'est le fruit d'une enquête choc de nos confrères de Libération, Noémie. Exactement, et voici la une au cœur du scandale qui présente Emmanuel Macron et Marine Le Pen dos à dos, accompagnés de ce titre. 2022, j'ai déjà fait barrage, cette fois, c'est fini. Le journal relaye la parole d'électeurs de gauche qui sont tellement déçus par le quinquennat Macron qu'ils ne sont plus prêts à voter pour lui aux prochaines élections et même pas pour faire barrage au Rassemblement national. Citons ce lecteur, Hervé, qui dit qu'il ne voterait plus jamais contre. Dorénavant, je voterai uniquement pour, explique-t-il, pour un projet et le candidat qui le porte, pour une alliance de second tour sur des valeurs et un programme commun. Cette une, eh bien, elle a mis le camp présidentiel dans tous ses états. Nombre de ténors du parti ont réagi sur Twitter, dont Christophe Castaner, le chef du groupe LREM à l'Assemblée nationale, ou François de Rugy, ancien président de la Chambre. Ils ont tous les deux déploré que Libé épargne le camp de Marine Le Pen en le mettant sur le même plan que celui du président. L'émulation a été telle que Libé a fait une seconde une sur le sujet. La voici, titrée présidentielle, la Macronie en plein déni. Une édition dans laquelle le journal reproche au camp présidentiel de ne pas suffisamment faire son introspection. Alors Laurent Geoffrin, je vais évidemment commencer cette séquence en me tournant vers vous, à la fois en tant qu'ancien Libé, mais également aujourd'hui à la tête des engagés. Vous êtes un homme de gauche avec des convictions. Est-ce que ça vous fait peur, Laurent, ce constat, cette idée que l'électeur de gauche a changé et qu'il ne veut plus forcément voter Macron s'il y a un second tour Macron-Le Pen? Oui, c'est inquiétant, c'est vrai. C'est inquiétant parce que le raisonnement reste le même, le raisonnement du Front républicain. Ça consiste à dire, entre deux mots, d'un point de vue de gauche, hein, je choisis le moindre. Et on ne peut pas mettre Macron et Le Pen sur le même plan. C'est pas la même politique, c'est pas la même chose. Et d'un point de vue de gauche, Macron est quand même moins pire. Mais c'est une idée qui s'est usée. Elle s'est usée parce qu'elle a été mise en œuvre à l'échelle présidentielle 2 fois. Et à chaque fois, l'homme qui en a bénéficié a fait comme si les gens de gauche n'existaient pas. Hein, quand Chirac a fait 80% au deuxième tour contre Jean-Marie Le Pen, une partie de ses voix, forcément, venait de la gauche. Or, il a mené une politique comme s'il avait été élu uniquement par un électorat de droite. Vous voulez dire que Macron, c'est un électorat qui s'est senti floué? Il a été élu en grande partie. Voilà, les gens disent, bon, on vote pour quelqu'un en espérant que ce vote sera un peu écouté, quoi. C'est-à-dire que Macron, d'ailleurs, il avait promis ça, Macron, d'être en même temps et de droite et de gauche, ou au-dessus des deux camps traditionnels, quoi. Or, sa politique n'a pas été celle-là. Il y a eu quelques réformes sociales, il ne faut pas être de mauvaise foi, hein, mais globalement, ce sont quand même des réformes plutôt conservatrices, ou plutôt de droite, plutôt libérales. Et donc l'électorat de gauche se dit, bon, bah, alors on lui fait la courte échelle, et après, il fait tout à fait autre chose que ce qu'on aurait souhaité. Donc ils se disent, bah, la fois d'après, on ne nous y reprendra plus. Voilà ce qu'ils disent. Donc je pense qu'ils se trompent, parce que c'est quand même plus grave de leur point de vue de voter Le Pen que Macron, ou de laisser passer Marine Le Pen en tout cas. Mais c'est un fait, il faut en tenir compte. Et les gens de chez Macron qui incriminent Libération se trompent. Leur attitude consiste à rendre le thermomètre responsable du froid. Ça ne marche pas comme ça. Libération reflète l'opinion d'une partie de l'électorat de gauche qu'on connaît, qu'on entend ça souvent quand on parle avec des électeurs de gauche. Alors c'est intéressant parce que même au Parti Socialiste, on ne cache plus ce positionnement et l'on croit même d'ailleurs encore à un candidat de gauche qui pourrait faire le poids. Écoutez par exemple la socialiste Valérie Rabault, elle était ce soir sur i24 News, l'invitée d'Anna Cabana, et voici ce qu'elle disait il y a 2 heures encore.
demander un an à l'avance, alors qu'on veut jouer le match de la présidentielle, qu'on veut être au second tour, de savoir ce qu'on fera à l'issue du premier tour, eh bien, je ne vous répondrai pas. Moi, j'ai pris mes responsabilités quand il fallait les prendre. J'imagine que je les reprendrai peut-être à un moment donné, mais je veux qu'il y ait un candidat de gauche au second tour. Je pense que la France en a besoin. Je pense qu'on a besoin d'avoir une vision de progrès, d'optimisme. On est dans une crise dont on n'est pas encore sorti. Et voilà, il va falloir se redonner un vrai rebond. Et je ne suis pas sûre que les deux candidats qui sont dans le sondage soient capables, ni l'un ni l'autre, de le donner. Alors c'est très intéressant ça. Jean Messia, je vous entends là-dessus, parce qu'on n'arrête pas de nous vendre le match Macron-Le Pen, sauf que là, ce qu'on découvre, c'est que d'un côté, je vais rappeler, il n'y a peut-être plus Nicolas Sarkozy dans le combat, mais à droite, il y a peut-être un Zemmour qui va poindre le bout de son nez, et on vient de l'entendre, à gauche, on espère encore avoir un candidat qui pèse. C'est-à-dire que effectivement, le duel Macron-Le Pen n'aura peut-être pas lieu parce que Macron ne sera tout simplement pas au deuxième tour. Donc déjà, faire ce pari-là me paraît risqué. La deuxième chose, c'est qu'on est à plus d'un an de l'élection présidentielle. Alors certes, aujourd'hui, Marine Le Pen est la mieux placée pour briguer le deuxième tour, enfin en tout cas pour le passer, mais rien ne garantit qu'il n'y aura pas une candidature autre qui émergera au sein du camp de la France ou du camp national. Voilà. Mais s'agissant français autant que vous. Hein. S'agissant de la gauche, non mais déjà le camp de la France, qu'est-ce que ça veut dire le camp de la France. Déjà on est l'anti-France. Vous vous prenez pour Maurras là. Non, mais l'anti-France. Mais attendez, la gauche c'est l'anti-France. Mais Monsieur Geoffrin, oui, c'est ce que vous venez de dire. Je trouve ça honteux. Mais non, mais je trouve ça honteux cette manière d'éliminer la moitié de l'électorat en disant que ce sont des traîtres à leur patrie. Comment vous pouvez dire des choses pareilles? Je sais que le mot France vous chatouille les oreilles quand vous l'entendez. Vous ne comprenez rien à ce qu'on dit. Non, mais vous êtes un peu bouché là. Je répète. Calmez-vous. Je suis aussi français que vous. Calmez-vous. Vous avez l'air assez énervé ce soir. Vous êtes assez atrabilaire ce soir. Oui, parce que vous êtes très énervant. Calmez-vous. Parce que ça ne se fait pas d'exclure de la communauté nationale des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Revenons sur le fond. Revenons sur le fond. Attendez, messieurs. Parlons du fond. Parlons du fond avec respect. Jean Messia. Monsieur Petrovert, je vais parler Mais je parle du fond. Je parle du fond. Je pense que Laurent Geoffrin est très énervé d'avoir en face de lui un Français d'origine immigrée qui parle de la France comme lui devrait en parler. Voilà. Mais j'en parle aussi bien que vous. Non, vous en parlez pas. Et donc, ne me traitez pas. Arrêtez de dire n'importe quoi. C'est insupportable à la fin. Ne me traitez pas d'extrême droite. Vous ne dites n'importe quoi. Parce que vous me traiteriez d'être un migrant d'extrême droite. Il n'y a que la gauche pour faire ce genre de sottises. Est-ce que je vous ai parlé Est-ce qu'on peut revenir, messieurs, au débat? Messieurs, s'il vous plaît, revenons au sujet. Et pas aux attaques personnelles. S'il vous plaît, l'un comme l'autre, s'il vous plaît, revenons au sujet du débat. Alors, le sujet du débat sur le Front républicain, moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Le Front républicain historique, c'est effectivement celui qui consistait à laisser se poursuivre la défrancisation de la France. Le véritable Front républicain qui doit s'instaurer, c'est le Front républicain qui défend une République française faite par les Français, pour les Français, la République française historique telle qu'elle a été conçue par son peuple historique. Oui, c'est pas la République de n'importe où, de n'importe qui, n'importe comment, etc. Comme le défendent les partisans de M. Geoffrin, ou en tout cas ceux de son obédience. Voilà, donc effectivement, il y aura un match en 2022, ça c'est sûr, quels que soient d'ailleurs les candidats, entre ceux qui veulent que la France reste la France et entre ceux qui veulent passer à autre chose, c'est-à-dire à considérer qu'il y a une République, qu'il y a les valeurs de la République sans jamais la qualifier, parce que c'est une République qui devient une République de tout le monde, comme un hall de gare. Voilà, et ben en France, la République, elle se qualifie. C'est une République française. Ce que rechigne à faire toute la gauche au premier rang. Laurent Geoffrin, je vous laisse lui répondre. Vous êtes insupportable. Vous êtes insupportable. Non. Voilà, Monsieur Messia considère que quand on n'est pas d'accord avec le Front National ou avec l'extrême droite, on n'est pas un Français. Non, mais vous considérez que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Est-ce que je vous ai interrompu? Laurent Geoffrin. Laissez-moi terminer. Calmez-vous. Je considère. Mais apportez-lui un verre de cognac, monsieur est énervé. Mais arrêtez-vous. Non. Soyons respectueux, s'il vous plaît. Je considère que c'est une. Oui, mais je suis très respectueux. Vous n'êtes pas respectueux. Je me permets de contredire ce. Non, je parlais à Jean Messia. Pas de me hurler dessus. On n'a pas de boisson, à juste titre. Et n'oubliez jamais que vous. À juste titre, parce que je ne suis pas un mauvais Français, contrairement à ce que vous dites. N'oubliez pas que vous gueulez sur un immigré, ce qui fait de vous un raciste.
Mais Non, mais là, vous dites Mais n'importe je- quoi. je- Jean Messia, je- Jean Messia, recentrons le débat. S'il vous plaît, on n'en est pas là du tout. Non. c'est ridicule ce que vous venez de dire. Vous êtes au courant que c'est ridicule? On va peut-être Vous avez vu revenir comment- au Non, on va sujet. revenir sur le On va sujet. revenir sur le Daniel sujet de Cheikh, l'émission. Daniel Cheikh. Vous le savez ça, vous avez compris ça. Non, d'abord, ça pas m'amuse un terminé. petit peu d'entendre ce débat en France parce que vous l'avez ici, vous l'avez aux États-Unis, le débat entre l'extrême droite, oui, je le répète, l'extrême droite, et tous les autres qui sont mis en dehors de ce qui est légitime dans la politique. Et ça, c'est insupportable, je suis d'accord avec Laurent Geoffrin, on ne peut pas accuser des gens qui ne sont pas d'accord avec vous de ne pas être suffisamment patriotes pour leur pays. Et je parle d'Israël, monsieur Messia, donc ne m'interrompez pas. Et ça, je trouve un discours insupportable de dire on est soit avec nous, soit on n'est pas légitime. C'est un discours que tient Benjamin Netanyahou et certains partis autour de lui, et je le refuse ici, et j'ai une certaine sympathie pour monsieur Geoffrin à Paris, qui doit subir la même chose de la part de personnalités françaises. Laurent Geoffrin, je vous redonne Mais la monsieur parole, mais l'ambassadeur, recentrons sur le débat. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Le patriotisme. Laissez-le parler. Mais attendez, c'est pas un débat sur le patriotisme ce soir. Monsieur l'ambassadeur, le patriotisme, c'est des actes. Oui, moi je ne suis pas d'un gramme moins patriote que Benjamin Netanyahou et monsieur Geoffrin n'est pas d'un gramme moins patriote que vous. Bien. Peut-être même beaucoup plus. On va Bon, peut-être poser c'est une dit. question. Revenons maintenant au débat, si vous On voulez verra bien. bien. Donnez à Liwa une Je ne sais question. pas Je sur vais les vous poser Français, une je question sais à sur tous les Israéliens. deux, qui Et vous- sur les Israéliens, c'est pas joué du tout. Donc vous dites, vous avez dit tout à l'heure que Benjamin Netanyahou va profiter de ses grands succès. Eh bien, j'ai des nouvelles pour vous. C'est pas du tout joué. Je viens de recevoir 2 sondages où il n'a pas une majorité. Donc on attend le 23 mars et on verra s'il peut recueillir le succès, oui ou non, s'il est patriote ou pas patriote. Noémie Aliwa. Là, c'est pas un calcul politique. Alors, Noémie Aliwa, une Monsieur question. C'est un calcul politique, mais il est question perdu. simple. Il a mal calculé, Une c'est tout. question simple. Qui est le plus à gauche entre Macron et Marine Le Pen? Par exemple, lorsqu'on regarde la stratégie économique, le protectionnisme, est-ce que c'est plutôt le camp de Marine Le Pen qui est plus à gauche ou celui de Macron? C'est une vraie question puisqu'aujourd'hui il y a vous avez une supposé redéfinition que des le clivages protectionnisme est de gauche, et que c'est ça certains considèrent que le libéralisme est un courant de droite. Laurent Geoffrin. Le libéralisme est un courant orienté à droite, c'est vrai, mais le protectionnisme n'est pas forcément la marque de la gauche. Hein. Vous avez une droite protectionniste. Donald Trump était protectionniste, le plus Parce protectionniste. qu'il y a une recomposition politique alors- qui fait justement que ces clivages de Attendez, gauche et de attendez, droite se laissez-moi redéfinissent. terminer quand même. On m'interrompt. Est-ce que je peux terminer ma phrase? Cette idée selon laquelle le clivage droite-gauche a disparu est une blague. Parce que sur des points essentiels, vous constaterez qu'il n'y a pas d'identité de vue entre la droite et la gauche, qui s'opposent sur le rôle de l'État, qui s'opposent sur la conduite de l'économie, qui s'opposent sur l'ouverture des frontières et ce genre de questions. Il y a simplement un deuxième clivage, qui est le clivage entre ouverture et fermeture, si vous voulez. Il y a des gens qui sont plus pro-européens et d'autres qui le sont moins. Il y a des gens qui sont plus libre-échangistes et d'autres qui le sont moins. Et donc les deux camps sont divisés. Mais ces deux camps existent. Donc si vous me demandez de classer Marine Le Pen et Macron sur l'axe droite-gauche, la réponse est évidente. L'une est d'extrême droite, l'autre est, disons, du centre-droit. On peut le qualifier comme ça. Voilà. Laurent Geoffrin ne semble pas mieux comprendre aujourd'hui qu'il n'a compris hier, donc je vais rétablir, les Tu as choses. encore des pétitions de principe. Voilà, je pense déclaration creuse. Non, je pense qu'effectivement, il n'y a pas d'extrême droite en France. Que Laurent Geoffrin se renseigne sur ce qu'est l'extrême droite au sens politique. Pourquoi ça vous invention. offense tellement? Vous devriez être fier d'être d'extrême droite. Pourquoi ça vous offense? Ah non, parce que je ne suis pas extrémiste, monsieur l'ambassadeur. Dire à quelqu'un qu'il est extrémiste, c'est une insulte. Non, vous êtes le pour plus moi. à droite en Vous êtes France. d'extrême Ça s'appelle gauche, vous, l'extrême d'extrême droite. centre. Voilà. Vous êtes le Non, plus non. à droite en France. Non, l'extrême droite, monsieur l'ambassadeur, Monsieur l'ambassadeur, l'extrême droite... N'essayez pas de vous cacher, tout le monde vous a reconnu. L'extrême droite, tout le monde, vos amis disent la même chose que vous, mais c'est pas reconnaître. L'extrême droite, ça a une conception politique précise, c'est de l'antiparlementarisme, c'est du militarisme, c'est la défense peut-être également d'une idéologie religieuse, comme c'était le cas. Ce que vous dites là, c'est le fascisme. Non, c'est l'extrême droite. Donc l'extrême droite a une définition en sciences politiques que je ne vois pas s'appliquer à aucun parti en France, ou alors à de tout petits groupuscules qui ne représentent personne. Quand vous avez 11 millions de Français
qui votent pour Marine Le Pen ils au votent pour deuxième tour. l'extrême droite. Il n'y a pas 11 millions pas parlé de la dangerosité de l'extrême gauche, excusez-moi. Vous dites n'importe quoi là. Est-ce que j'ai parlé de nazis? Voilà. Au contraire, Et on va pas faire. Moi, je Messieurs, crois que messieurs. les plus dangereux, en l'occurrence, c'est les insoumis et vos amis d'extrême gauche. On va pas faire une émission Faut pas sur nous c'est quoi ou pas l'extrême droite. Ils sont Yehuda antisémites David, d'ailleurs, il faut le dire. peut-être vous il ici, faut vous rappeler Tel que Aviv. il faut rappeler que l'extrême gauche en France est antisémite. Je crois que c'est important. Oui, d'accord, mais là, Israël, faut c'est pas le thème de ce soir, les extrêmes, excusez-moi. Yehuda David, cette option Macron-Le Pen, si jamais c'est Marine Le Pen, qui est au second tour et qui peut-être obtient ce qu'on veut, on ne sait jamais. Est-ce que c'est forcément un danger pour Israël? Je ne pense pas que nous sommes habilités, nous Israéliens, à répondre à cette question. Le gouvernement israélien, le peuple d'Israël, l'État d'Israël est un gouvernement, est un peuple, est un État démocratique qui va bien entendu reconnaître des élections qui se sont passées à un niveau démocratique, quel que soit le président ou la présidente. C'est pas la question, c'est est-ce que c'est bien ou mauvais. C'est pas est-ce que c'est accepté ou pas accepté. Il est bien évident que la question fondamentale sera quelle sera la position de Marine Le Pen par rapport à l'accord nucléaire de l'Iran, avec l'Iran. Est-ce qu'elle va s'aligner sur ce qu'elle avait déjà dit au départ, que c'était un accord acceptable? Ça embêterait énormément, je pense, le gouvernement israélien, quel qu'il soit. Que ce soit centre-gauche, centre-droite, parce que c'est ce qui va se passer. Il n'y aura pas ni droite ni gauche. Puis la question des binationaux aussi qu'elle a mis sur la table. Pardon? La question des binationaux aussi qu'elle a mis sur la table. Des binationaux, tout à fait. Je crois que ça touche quand même... On est revenu là-dessus. Je crois que ça touche quand même plus une autre partie de la population que la population juive, entre nous, n'est-ce pas? Ceci dit, si la question se pose à propos des juifs résidant en France, quelle est leur véritable identité? Profondément, moi j'accepterais avec plaisir que 300-400 000 juifs viennent habiter leur pays d'origine. Vous voulez dire que ça peut encourager la DIA? Absolument. C'est le corollaire. Daniel Sheikh. Je crois, si je puis me permettre, Benjamin. Attendez, juste Daniel Sheikh et je vous donne la parole. Juste Je vais être très court. Je vais être très court, monsieur Messia, ne vous inquiétez pas. Je vais dire simplement que de toutes les façons, la question israélienne ne sera pas posée lors des élections en France. C'est un débat qui est israélo-israélien. Moi, je trouve que ça va être surtout mauvais pour la France. Mais ça, c'est un point de vue de quelqu'un de l'extérieur qui connaît quand même un peu la France. Je crois que ça va être une grave dérive pour la République française. Et Israël va devoir faire avec, ne serait-ce que par le même moyen que nous avons adopté alors qu'en Autriche, il y avait un gouvernement d'extrême droite. C'était de boycotter les membres de ce gouvernement. Un mot, Jean Messia. Écoutez, moi je crois que tout ça c'est de la pure propagande parce que nous avait annoncé au lendemain du Brexit une pluie de sauterelles, au lendemain de l'élection de Donald Trump les 10 plaies d'Égypte qui allaient s'abattre sur les États-Unis. Tout ça c'est n'importe quoi. Je veux dire, si demain il y a un candidat du camp national qui gagne l'élection présidentielle, que ce soit Marine Le Pen ou quelqu'un d'autre, eh bien les choses ne pourront que s'améliorer. Et s'agissant des Juifs qui habitent en France, je suis désolé, mais dire qu'avec Marine Le Pen il peut y avoir un danger, c'est ignorer que le danger il est déjà là depuis des années. C'est bien le gouvernement progressiste et la gauche, dans une certaine mesure, y compris également la droite, qui ont laissé se détériorer le climat, notamment le climat migratoire, la montée en puissance de l'islamisme, qui est aujourd'hui le principal vecteur de l'antisémitisme en France. Et quand on voit que le camp national, lui, veut combattre férocement à la fois l'islamisme et l'islamisation de la France, je crois que les Juifs français ont tout à gagner dans ce combat. Bon, ce sera le mot de la fin. Je crois qu'il y aura beaucoup à redire, mais on a encore 1 an et demi devant nous. Mais tout de même, finissons, si vous voulez dire, peut-être un thème qui nous mettra tous d'accord. Qui sait? On va célébrer ensemble un anniversaire. Et oui, il y a 30 ans, s'éteignait le plus provoquant des artistes français. Serge Gainsbourg s'en allait, laissant ses gitanes, ses chansons, tantôt sensibles, tantôt cyniques, et des apparitions télé, évidemment devenues légendaires. Alors ce soir, posons-nous la question, la provoque à la Gainsbourg, serait-elle encore possible en 2021 ou alors la bien-pensance nous a-t-elle tous totalement étouffés? Regardons ensemble quelques exemples. Exemples de chansons
Vous vous rappelez tous, Lemon Incest, Je t'aime moi non plus. Les paroles faisaient déjà scandale à l'époque, je vous parle même pas de Love on the Beat, ou encore La Décadence. Autre exemple, à la télé avec cette séquence à 7/7, nous sommes en 1984, Serge Gainsbourg brûle un billet de banque, à l'époque, billet de 500 francs, pour dénoncer, je cite, le racket des impôts. Et puis, il y a les mots d'oie Whitney Houston, on les connaît par cœur, je ne vous les répéterai pas ce soir. Ces mots d'esprit, alors ça, c'est aussi quelque chose, est-ce que vous vous souvenez de celui-là? Juif, ce n'est pas une religion, aucune religion ne fait pousser un nez comme ça. Ou encore, si j'avais à choisir entre une dernière femme et une dernière cigarette, je choisirais la cigarette, on la jette plus facilement. Le grand silence gêné. Et puis encore, l'homme a créé des dieux, l'inverse reste à prouver. Laurent Geoffrin, quand on entend toutes ces citations, tous ces extraits, est-ce que cette nostalgie qu'on a autour de Gainsbourg, c'est pas aussi la nostalgie autour d'une époque où on pouvait dire des choses comme ça? Oui, mais il y a des, parmi les exemples que vous avez cités, il y a des choses qu'on avait tort d'accepter. Hein. Par exemple? Le mépris à l'égard des femmes, on avait tort d'accepter ça. Mais parce que Gainsbourg, il est le reflet de son époque. Il était même très sensible à l'ère du temps. Applaudi par la gauche à l'époque. Et dans cette ère du temps, il y avait aussi des considérations machistes. Il y avait l'idée que les femmes n'étaient pas exactement au même niveau que les hommes, qu'elles devaient se cantonner dans les tâches secondaires. Tout ça était prégnant dans la société dans laquelle Gainsbourg a grandi et dans laquelle il a évolué. Donc il reflétait des préjugés de l'époque. Aujourd'hui, ces préjugés ont moins cours ou ont plus cours pour certains. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas dire les mêmes choses ou on ne pourrait pas mettre en scène les mêmes choses. Par exemple, le Lemon Incest, ça a déjà fait scandale à l'époque. À l'époque, oui. Aujourd'hui, ce scandale aboutirait pratiquement à l'interdire. Enfin, on ne pourrait pas le faire, quoi. En tout cas, ça ne serait même pas produit. Enfin, en tout cas, Serge Gainsbourg, à l'époque, était une des idylles de la gauche 68 arde. Bien sûr, on revient gauche-droite. On repolitise. De la gauche 68 arde. D'ailleurs, on découvre aujourd'hui que pas seulement Gainsbourg se contentait de chanter peut-être, mais on découvre aujourd'hui qu'énormément de cette élite de gauche qui nous a fait la leçon pendant 40 ans a baigné a mis en pratique un certain nombre de chansons et les anges de droite n'ont rien à se reprocher. Gainsbourg aujourd'hui, non mais d'accord, mais vous avez passé l'émission à dénoncer la droite, je vous entends pas sur la gauche, bizarrement. Moi Attendez, on parle musique là, non, exactement. On repolitise le débat, c'est drôle quand même. On est incapable de garder un débat simplement sur les mots et les idées. Quand il disait aujourd'hui, je viens entre terrain, il se plaçait au centre. Aujourd'hui, Serge Gainsbourg sera en prison. Aujourd'hui, Serge Gainsbourg sera en prison. Daniel Cheikh, c'est possible ça pour une telle parole? Contrairement à vous, moi j'ai l'âge d'avoir vécu ça en direct. Et déjà à l'époque, j'ai pas trouvé ça très chic, ni très élégant. J'ai trouvé que cette manière de sous-entendu par rapport aux femmes, de sous-entendu par rapport à l'inceste, de sous-entendu par rapport au comportement par rapport aux femmes, je ne l'ai pas trouvé très attirant et je n'ai aucune nostalgie à ça. Je trouve que la liberté de parole n'est pas la liberté de harcèlement et c'est tant mieux que ce soit mort. Ça ne change rien à la grandeur de l'artiste, mais en tant que personnage, je l'ai trouvé toujours assez méprisable. Vous allez à contre-courant de tout ce qu'on dit ce matin sur toutes les antennes. Je suis désolé, je suis là pour dire la vérité, non ? Alors ça, c'est ma vérité. Je n'ai aucune nostalgie pour ce genre de paroles. C'est un peu le même débat comme avec le sexe avec les filles mineures qui existe en France dernièrement. On dit toujours, à l'époque, c'était l'air du temps. Eh bien, si à l'époque, c'était l'air du temps, c'est que les temps étaient mauvais. Noémie Aliwa. Je ne sais pas. Il avait aussi une façon de parler de l'amour qui était inouïe. C'était un homme qui acceptait ses excès, qui les chantait à partir du moment où il les chantait. On peut le faire sans mépriser les femmes. Aussi les paroles, on peut le dire parce que sinon, sans mépriser on va s'interdire tout et n'importe quoi. Il y a un retour, peut-être vous nous direz, Laurent Geoffrin, ce que vous en pensez. Il y a un retour d'une sorte de puritanisme qui veut comme ça absolument tout lister, alors que justement, je ne trouve rien de puritain à respecter les femmes. Il n'y a rien de puritain. Il n'y a rien de puritain à respecter les femmes et les êtres humains. Mais bien sûr qu'il respectait les femmes, il respectait les femmes de façon incroyable. Il a décrit l'amour comme personne. Seulement, évidemment,
aujourd'hui, on est là, on déboulonne des statuts et on retire des petites phrases par-ci par-là pour en faire quelque chose. Si vous et êtes pour à l'aise détruire avec des ça, tant hommes. mieux. Moi, je trouve Mais que les parlez 5 d'amour mecs de dans façon inouïe. les 5 mecs dans ce Vous plateau, pouvez pas réduire les Gainsbourg à 5 ça, mecs. c'est pas possible. Non, mais on peut pas non plus les effacer. Il s'agit pas Puisque de les c'est effacer. là-dessus qu'on se souvient de lui, c'est pas de ses mots d'amour. Mais ça, c'est parce et la qu'aujourd'hui, on la revisite preuve, c'est son que œuvre. votre émission a choisi exactement ces citations-là pour parler de Serge Parce que c'est dans l'air Gainsbourg. du temps, parce qu'aujourd'hui, on ne parce remarque que- que ça, bien sûr oui, que bien oui. sûr. Et heureusement qu'on n'a plus Ça, droit c'est à vous dire trouvez cela. ça heureusement, moi je Oui. crains l'avenir, je crains les Moi, artistes de demain. je trouve que de toutes les façons, on n'a plus le droit de dire cela. Vous, c'est ce que vous heureusement, pensez. oui. Yehuda David. Heureusement. Écoutez, je crois qu'on a le même âge à peu près, Monsieur Cherk. Non, mais Et quand j'ai entendu pour la première fois de ma vie les paroles « Je t'aime moi non plus, je vais, je viens », je crois que j'avais 15 ans ou 16 ans. J'étais époustouflé, mais ça nous a fait marrer. Effectivement, avec le recul, on réfléchit un petit peu à toutes les implications et c'est d'un ordre de grandeur. Bon. Mais avec ça, je crois que Serge Gainsbourg, quand il chante la javanaise, est un poète extraordinaire. Non, mais je dis pas le Et ça contraire, enlève rien à je son dis talent. l'artiste est un extraordinaire. Moi, je- En tant que personne, Merci. je ne le trouve pas très Merci à tous. admirable. Ben écoutez, je vais vous proposer quelque chose qui va tous nous mettre d'accord. D'abord, j'aimerais vous remercier les uns les autres d'avoir été avec nous ce soir, depuis Paris et depuis Tel Aviv. Dans un instant, ne manquez pas un numéro spécial d'Histoire et Découverte Valérie Pérez, justement consacré à Serge Gainsbourg. Et nous, on va se quitter avec un texte fort en symbole. Il fut commandé à Serge Gainsbourg en 1967 pour soutenir Israël à la veille de la guerre des 6 jours. La guerre ayant été éclair, la troupe de Tzahal ne l'a jamais traduite, ne l'a jamais interprétée, mais il en reste une maquette enregistrée en une nuit par Serge Gainsbourg, et ça donnait ça. Oui, je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël, quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Je défendrai contre tout ennemi le sable et la terre qui m'étaient promis. Je défendrai le sable